Nos excuses pour cette interruption, ben, c'est aussi cela, les aléas du direct, puisque vous suivez en ce moment un entretien avec un homme, Marcel Abigna, qui est donc cofondateur des Assises nationales du Congo, avec lequel nous abordons cette question de violence, qui est une chose congénitale, disait-il, au mouvement politique, à la classe politique congolaise. On a bien vu que les différents changements de régime au Congo ont toujours eu lieu, sauf dans les années 90, par les biais de la violence en coup d'État. On voit aujourd'hui que le pouvoir de Sassou, disait M. Abigna, pour se maintenir, a aussi besoin de la violence. Or, quand on vous entend que cette violence qui est congénitale d'abord aux Congolais, mais finalement, on arrive à bien trouver des parties. Vous avez évoqué le cas de Total, elle, à l'époque, qui a bien aidé le camp Sassou, dites-vous, afin de pouvoir mettre les chevaux dehors et reprendre le pouvoir. Alors, cela signifie que finalement, si la violence est congénitale aux Congolais, ça signifie que les différents camps qui demain exerceront le pouvoir auront toujours le besoin d'aller chercher des renforts à l'extérieur afin de faire asseoir ce pouvoir sur une base violente. Et justement, la question, c'est-à-dire d'amener les acteurs politiques. Moi, j'ai toujours dit que la faiblesse des Congolais, c'est la faiblesse des hommes politiques. Si ces hommes politiques avaient d'autres vertus, notamment, parce que la politique a un but éthique. Et donc, quand on ne met pas l'éthique, quand on ne met pas la vertu, quand on ne met pas la dimension du patriotisme, par exemple, la vertu du patriotisme devant, on ne peut pas, effectivement, disons, cristalliser Donc, du coup, on se retrouve dans des positions qu'il faut que, à chaque fois, on a l'impression que ce sont les Congolais eux-mêmes qui donnent la possibilité à ces puissances extérieures de venir effectivement imposer effectivement la politique au niveau du pays. Donc, du coup, on se retrouve que la faiblesse des hommes politiques, c'est le manque de vertu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se retrouve avec des acteurs politiques qui n'ont pas la vertu politique. Or, la vertu politique, si vous ne l'avez pas, il faut donc laisser tomber, puisque la question de la vertu, elle est essentielle dans la vie politique. Or, on peut redéfinir cela. Beaucoup de gens, beaucoup des hommes politiques l'ont démontré par le passé. Hein. Les Mandela, les Gandhi, ce sont des gens qui ont agi avec la vertu politique comme préoccupation. J'entends vertu politique par le fait qu'ils ont les vertus cardinales qu'on appelle chez les chrétiens les vertus cardinales théologales, les vertus cardinales chez les philosophes et tout. Ils n'en ont pas pour la plupart. Donc il y a un déficit de vertus morales dans la vie, au niveau des acteurs politiques congolais. Donc ces déficits-là font que les autres en prennent conscience, puisque les acteurs français eux-mêmes disent que les Noirs n'ont pas encore atteint l'histoire. Donc ils disent. Bon, donc les Noirs n'ont pas encore atteint la civilisation. Et donc du coup, c'est une façon pour eux de nous dire non, mais ces hommes-là agissent, ils sont des primitifs, ils sont pas encore à un niveau très élevé de la conscience pour faire qu'effectivement ils puissent gérer les choses de leur pays correctement. Donc, quelque part, effectivement, on leur donne raison. Puisque nous-mêmes, on démontre tous les jours les comportements inverses. Or, la politique, comme dit Aristote, la politique, c'est l'art des comportements politiques, les comportements. On mesure la vie, les acteurs politiques par les comportements qu'ils affichent à la société. Et donc, du coup, on se retrouve dans des équilibres extraordinaires parce que les acteurs font preuve d'une faiblesse. Vous parlez d'éducation tout à l'heure, l'éducation passe par l'école, hein, essentiellement, et d'abord la cellule familiale sans doute, certains diront, et après ça passe par l'école. Or, quand on voit aujourd'hui l'état de paupérisation de l'école congolaise, on peut supposer, si on n'est pas parti sur 2, 3, 4, 5 générations, en fait, on n'aura pas des hommes, des femmes capables de gérer la chose publique. Absolument. Mais écoutez, ça, le Congo a payé ça très cher, puisque aujourd'hui, on est en train de décrier, mais demain, ça sera du vide, du désert, puisque l'éducation, on l'a complètement abandonnée. On a complètement abandonné l'éducation et tout ça, parce que c'est l'éducation. À l'époque, quand nous grandissons, à l'époque, c'est la famille, comme vous avez dit. Voilà, donc mesdames et messieurs, toujours ici sur Ziana TV. C'est vrai que vous avez vu quelques changements, mais c'est bien normal. Techniquement, on a été un peu au bout. Et nous revenons donc avec notre invité ici. C'est monsieur Marcel Abigna, qui est donc membre des Assises nationales du Congo, membre fondateur bien sûr, avec lequel nous parlons déjà des questions liées à la violence congolaise, à la violence dans la politique congolaise. On a bien compris que les Congolais, notamment pour exercer d'une manière assez sublime, pour sublimer cette violence, ont toujours besoin de recourir
à d'autres partenaires extérieurs, ce qui peut parfois mettre en danger. Si demain ce qui est arrivé devrait aussi se prémunir, je dirais, de leurs congénères pour aller chercher des soutiens étrangers afin de garantir le pouvoir et surtout dans cette violence qui s'exerce depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Nous parlions, Marcel Labignan, de cette violence qui aujourd'hui s'est exportée à partir de Brazzaville vers Paris. On constate aujourd'hui qu'on n'a pas attendu en fait que les Brazzavillois débarquent à Paris pour constater le phénomène qu'on appelle celui des combattants. Est-ce que entre la violence exercée à Brazzaville, celle qu'on voit à Paris et les concepts qui l'accompagnent, aujourd'hui nous sommes sur le combattant, vous arrivez là à trouver des subtilités pour justifier l'une ou l'autre violence aujourd'hui dans le domaine politique? Ouais, celle des combattants s'explique. Vous savez, je rends hommage à nos frères de l'association 242. Les indignés du 242. 242. Et puis les autres aussi. Et puis les autres aussi, impérateurs et consorts, du fait que leur réaction est due par rapport à ce qui se fait sur le pays. Donc la violence par la violence. Non, pas la violence. C'est pas la violence par la violence. La violence qui répond à une certaine façon de faire au niveau du pays. Quand les indignés se plaignent, ils se plaignent des violences faites à leurs sœurs, à leurs petits frères, aux viols, aux enlèvements, à tout ce que vous savez que ce pouvoir a fait, notamment dans le cours. Donc ils ont pris conscience du fait qu'on ne peut pas traiter les compatriotes de la manière. Et donc ce qu'il faut qu'en retour, ils ne réagissent pas par la violence, mais ils dénoncent. C'est une forme de dénonciation du pouvoir parce qu'effectivement, ce qui se fait à Brazzaville, c'est pas normal. Mais quand on voit par exemple l'ambassade qui est incendiée, quand on voit des personnalités publiques congolaises qui sont, je dirais, interpellées en toute amitié, on se dit quand même que mais finalement, on est là dans la loi du Caïn. Oui, mais justement, parce que le propre des acteurs politiques congolais, c'est quoi? C'est le mépris, c'est l'orgueil. Et dites-vous bien combien de tonnes de livres, des articles, des interventions de vos acteurs, de ceux qui passent dans votre chaîne ne disent pas aux responsables congolais de transcender un certain nombre de choses. Or, malheureusement, ils persistent. Malheureusement, les députés ne font pas écho de ce qui se passe. Aujourd'hui, les étudiants sont, pour d'aucuns les étudiants qui sont à l'extérieur, sont sans bourse, désespérés, abandonnés à eux-mêmes. Et quand vous avez une société où des acteurs politiques qui agissent de la manière, mais vous ne soyez pas surpris que les combattants, ceux qu'on appelle les combattants, et les indignés réagissent. Et à mon avis, il faut leur... moi personnellement, pas que je les encourage, mais je les comprends. Est-ce que finalement, pour conclure, Marcel Labignan, la violence dans la politique congolaise n'est pas un cycle sans fin? Oui, non, écoutez, en fait, moi pour résumer, pour qu'on en finisse avec la violence est le refuge et la demeure de l'incompétence. C'est-à-dire que si les acteurs politiques congolais apportaient des réponses par rapport à ce qui se fait, par rapport le minimum vital des citoyens congolais, si les acteurs politiques congolais apportaient la liberté, vous verrez que cette violence ou ces réactions, notamment celles des indignés ou bien d'autres, allaient s'estomper. Or, malheureusement, le pouvoir persiste dans la violence. Récemment, ils sont allés enlever les acteurs du ras-le-bol, comment on appelle ceux-là, les jeunes du mouvement ras-le-bol. Et puis en plus, une jeune fille devait être libérée. Bon, ils ont été libérés, mais en fait... Ils sont passés au moins un mois. Donc, du coup... Il n'y a pas de jugement, il n'y a rien du tout. Voilà. Écoutez, on ne peut pas continuer comme ça. Hein? On ne peut pas continuer comme ça. Les députés où sont-ils pour défendre les causes, effectivement, de leurs citoyens? Ils sont un pouvoir qui se comporte de la manière. On interpelle le gouvernement ne fait rien, soi-disant. Mais écoutez, à un moment donné, il ne faut pas incriminer nos frères, les combattants ou bien d'autres, les ingénieurs du 142. Non, moi je les comprends. Voilà, vous les comprenez, Marcel Labignan. J'espère que vous comprendriez aussi que la justice congolaise puisse s'exercer en toute liberté, dixit du côté de Brazzaville. Les procès ont eu lieu depuis quelque temps. Le premier, c'était celui de Mokoko le 7 mai. Nous sommes quasiment un mois, ça se poursuit. Les condamnations pleuvent tel qu'on peut l'entendre d'une manière tropicale. Vous dites quoi en fait de cette justice congolaise finalement? Est-ce qu'elle exerce aussi une certaine violence
mais qui s'exprime autrement. Ouais, ouais, mais écoutez, moi je dirais, pour aborder ce problème, un État se maintient sur deux piliers. Les piliers de la loi, c'est-à-dire de la justice, et l'exemple des acteurs. Tout à l'heure, on a abordé les acteurs, parce que les acteurs ne répondent pas toujours, ne sont pas toujours compétents, n'ont pas toujours une moralité bien déterminée. Au niveau de la justice, c'est pareil. Et moi, je te citerai un poète, Horace, qui dit que un pays, les lois sans les mœurs ne sont rien. Sans les bonnes mœurs ne sont rien. Et les mœurs sans les bonnes lois ne sont rien. Or, les mœurs politiques congolaises sont rétrogrades. Et du coup, les lois aussi vont de pair avec la qualité des hommes que nous avons. Et donc, du coup, nous avons une justice qui n'est pas au service du peuple. Une justice qui est au service de la criminalité, on peut dire. Et donc, du coup, on se retrouve dans des situations où, bon, écoutez, et la justice et les acteurs politiques se confondent. Et donc, du coup, nous avons là vraiment, je ne peux pas, ce serait très long de revenir sur les mœurs politiques de notre pays. Depuis les indépendances, vous l'avez dit, qu'on ne fait que, on ne va que de crime en crime, les procès en procès, les attentats en attentats. Rappelez-vous contre Tisser, rappelez-vous sur Yombi, rappelez-vous, des exemples qu'on peut en multiplier. Donc, du coup, cette justice-là, écoutez, sire, que vaut une institution si ceux-là qui font les règles ne les respectent pas? Que valent les constitutions qu'on a tout fabriquées au Congo si effectivement les acteurs ne les respectent pas? Ils sont les premiers à fouler au pied, c'est qu'ils s'écrivent eux-mêmes. Et donc, du coup, on se retrouve dans une situation ambiguë qui consiste effectivement à faire que bon, la justice apparaît tel que le spectacle tel que nous avons vécu ces derniers temps. Le procès Moukoko, procès Dabira, procès Mbemba, Libungongoka, actuellement Jean Gwabi et les autres, vous vous dites que finalement, aujourd'hui, Moukoko, qui a été candidat avec un chef d'accusation, détention illégale d'armes de guerre, monsieur, je dirais, comment s'appelle, le général Dabira, lui aussi quasiment le même chef, détention illégale d'armes de guerre. L'un s'est présenté contre Sassou, l'autre était avec Sassou. Est-ce que finalement vous ne dites pas que si aujourd'hui le pouvoir de Brazzaville arrive à juger ses propres hommes, c'est qu'il a pris une certaine maturité pour donner à la justice toute l'impartialité nécessaire? Ah, il n'y a pas de maturité dans ce sens que, vous voyez, les constats ont été faits. Les dossiers pour la plupart ont été vides. La plupart des dossiers ont été vides. Et quand Moukoko répond par le silence, mais moi j'ai trouvé que son silence s'explique. Tout simplement parce que, bon, écoutez, il est très difficile de parler quand on aborde les questions du faux. On ne peut parler que si la vérité apparaît à travers ce qu'on dit. Et donc Moukoko a choisi de ne pas rentrer dans le faux, tout simplement parce qu'il se réservait, puisqu'il va parler dans le vide. Parce que parler dans le vide suppose que vous allez faire des déclarations sur des dossiers que je ne connais, sur des accusations que je ne connais pas. Et ensuite, vous avez effectivement des interlocuteurs qui viennent avec des intentions préétablies. Des intentions préétablies par le pouvoir, puisqu'ils défendent le pouvoir. Et du coup, qu'est-ce que vous voulez que Moukoko dise? Et donc, moi, j'ai trouvé son silence très éloquent. Si Moukoko a brillé par son silence, est-ce que vous admirez aussi le fait que le général Dabira ait pu s'exprimer sans pour autant dire grand-chose? Mais bien sûr, il s'est exprimé sans dire grand-chose, puisqu'il était le principal accusé. Bon, donc, lui encore, bon, il nous a fait le spectacle de ne pas aller en profondeur des questions qui lui étaient posées. Tout simplement parce que, bon, il fait partie du sérail. Il fait partie du sérail, et puis on voyait bien avec les égards on avait bien peur que Dabira déballe tous les secrets d'État sur la place publique. Et donc, du coup, en ce moment-là, bon, même les magistrats ont été mollo avec Dabira, puisque, bon, on a à un moment donné, même Oba a menacé, vous n'allez pas exposer l'armée congolaise.
du coup, on se retrouvait dans un cinéma, en fait, du fait que, bon, on ne peut pas laisser l'accusé répondre tout en intimidant. Et donc, du coup, ça s'est soldé par ce que le verdict que tu sais, par 5 ans de je sais pas quoi, ça prouve que le contenu était nul. Un autre procès qu'on a vu, que lui-même a réfuté en qualifiant un verdict ridicule, c'est celui de Jean-Martin Bemba. Jean-Martin Bemba a été au petit de Sassou quand il arrive au pouvoir. Aujourd'hui, il est en dissidence. Lui-même aussi fait l'objet d'un procès. Est-ce que vous dites que c'est injuste? Je ne peux pas dire, enfin c'est injuste, oui ou non. Tout simplement parce que Martin Bemba, à mon avis, il ne peut pas bénéficier de mes circonstances atténuantes. Martin Bemba était des aînés que nous avons trouvés ici à la FIANF et à l'AEC. Oui. Martin Bemba était ceux avec lesquels nous avons condamné à l'époque les pratiques du Parti congolais du travail. Bon. Martin Bemba était celui qui était venu à la conférence nationale de 1972 avec Nzete, avec Opa, pour dénoncer les pratiques du Parti congolais du travail. Donc, Martin Bemba était bien placé de connaître la personne de M. Sassou. Moi, je ne peux pas pardonner des gens comme le Martin Bemba qui, connaissant la personne de celui qui anime le Parti congolais du travail, avec les excès que ceux-là qui ont organisé, comme je l'ai dit tout à l'heure, les morts et tout que vous connaissez, ben, écoutez, vous allez rentrer dans un pouvoir comme ça, sans avoir pris des précautions pour... Or, effectivement, Martin Bemba se fait broyer, et se fait broyer là par sa propre légèreté, parce que j'appelle ça légèreté. On ne peut pas là, dans les conditions actuelles, aller travailler avec ça pour quelqu'un de sérieux, parce que la pratique sociale de la personne le prouve. Oui. Donc on ne peut pas rentrer dans un système qui... Oui, on ne peut pas rentrer, et pourtant, vous le voyez souvent, certains qui y vont vous mettent un argument béton, comme disent les jeunes, c'est l'intérêt supérieur de la nation. Oh ouais, écoutez, ça c'est rigolo, parce que l'intérêt supérieur de la nation n'existe pas, puisque... Enfin, certains justifient leur... Non, l'intérêt supérieur de la nation suppose que ceux qui gouvernent acceptent le minimum. Et effectivement, puisque dans les actes ou dans la pratique, ça démontre le contraire. On ne peut rentrer dans un gouvernement que si ce gouvernement ou ce pouvoir-là fait le minimum. Mais écoutez, sire, qu'est-ce que vous voulez que j'aille, moi, faire dans un système comme ça, étant entendu que mes petits frères ne vont pas à l'école, mes petites sœurs sont violées, tu ne peux pas dire mon vieux t'enlever le matin à midi, tu ne peux pas te promener librement et tout ça, tu as une horde des indicateurs autour de la maison et tout. Mais comment pouvez-vous vivre dans un pays comme ça? Et donc, du coup, rentrer dans un pouvoir qui ne s'illustre que par cette pratique-là, à mon avis, c'est suicidaire. Il n'y a pas d'intérêt supérieur de la nation là-dedans. Il n'y a pas d'intérêt supérieur là-dedans. C'est des gens qui vont par intérêt, comme on dit, par la politique vivante et tout ça, qui vont assouvir leurs petites ambitions personnelles et tout. Il n'y a pas d'intérêt. Ils ne dépensent aucune cause là. Voilà, ils ne défendent aucune cause. Marcel Abina, dites-vous, il faut quand même dire une chose, c'est qu'aujourd'hui la justice congolaise est en train de faire son travail, comme dirait. Or, nous avons des acteurs aujourd'hui qui, eux, mériteraient aussi de passer dans la justice, et par exemple le pasteur Antouni et l'ensemble des personnes qui l'ont accompagné. Aujourd'hui, quand on parle de justice, on parle aussi d'amnistie. Il y a eu les accords, je pense que vous avez salué ces accords du pôle de décembre 2017, sauf qu'aujourd'hui on a du mal à les voir concrètement. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui la justice devrait entendre tous les acteurs, quel que soit leur degré d'implication dans les différentes violences, tu veux revenir sur la violence, ou bien prendre que l'aspect politique en disant « Ok, vous avez fait des fautes, c'est pas grave, on absout tout le monde et on repart à zéro ». Moi, par rapport à ce problème-là de rapprochement avec Ntoumi, je me suis posé la question. D'abord, les intentions étaient bonnes au départ. Parce que Ntoumi, on l'a caractérisé comme étant un terroriste, comme quelqu'un qui était en train de terroriser. C'est pas quelqu'un qui... Bon, du coup, reprendre pied avec Ntoumi suppose que quelque part, vous le reconnaissez qu'il défend une cause juste. Alors, quand le pouvoir prend des décisions de pouvoir se réconcilier avec Ntoumi, ça, à mon avis, on peut saluer. Mais il y a l'arrière-plan. Les arrière-plans, on ne sait pas. Les arrière-plans ne nous sont pas très clairs.
Et donc, du coup, qui trompe qui? C'est la question qu'on peut se poser. Pour l'instant, moi, je n'ai pas de réponse sur la question de rapprochement entre le gouvernement et Ntoumi, étant entendu que, bon, au départ, ça n'a pas été, les intentions n'ont pas été claires. À l'époque, on reprochait à Ntoumi que, bon, voilà, il est allé fomenter ou organiser encore les ninjas et tout. Bon, une fausse accusation d'ailleurs. Moi, à un moment donné, moi j'avais répondu à l'époque, mais qui a armé Ntoumi à l'époque? Qui l'a donné beaucoup d'argent pour qu'il s'installe paisiblement? C'est bien le pouvoir. Il était ministre, il était ceci. Bon, maintenant, qui l'a fabriqué? Bon, aujourd'hui, il trouve qu'il devient un ennemi. Bon, alors, ça, c'est très flou cette affaire de Ntoumi. Voilà, c'est très flou. Rentrons dans des choses un peu plus claires. Ce sont des choses politiques. Alors, vous vouliez en fait redéfinir la politique. Ce serait quoi un homme politique aujourd'hui pour vous? En fait, un homme politique, c'est celui qui travaille pour faire le bien. Pour faire le bien. Et donc, la notion du bien a été développée depuis l'Antiquité jusqu'à Mandela, par des hommes comme Platon, comme Cicéron, comme Bossu-Hertier, comme le résistant du général de Gaulle, qui redéfinissaient le fait que l'homme est né pour faire le bien. Dans toutes leurs définitions, l'homme est né pour faire le bien. Or, quand on voit ce qui se passe au niveau de notre pays, il n'y a pas cette conscience-là au niveau des acteurs politiques. Et donc, quand on arrive là, on est complètement confronté, et pourtant nous avons un Nelson Mandela qui nous a laissé un héritage qui illustre qu'un homme politique doit être celui qui travaille pour le bien de son peuple ou de ses citoyens. Et Obama l'a reflété lors de l'enterrement de Nelson Mandela. Oui. Et en exaltant la vertu que les Bantous, que nous portons, nous les Bantous, que effectivement l'Ubuntu, cette doctrine très, très, très chère à Mandela, était le fondement invisible de ce qui constitue la vie humaine. Donc l'homme est fait pour faire que nous vivons ensemble. Et Mandela l'a illustré. Pourquoi, diable, à chaque fois, nous nous entretuons, alors que nous sommes faits pour vivre l'un de l'autre. Nous sommes faits pour partager l'un de l'autre de ce que nous avons à faire. Mais d'ailleurs, le philosophe et théologien Thomas d'Aquin le dit, pour illustrer cet aspect de la vie politique, au sens simple du terme. Monsieur, si aujourd'hui, vous ne pouvez pas en même temps être un boulanger, être un maçon, être un médecin en toi-même. Donc tu dépends aussi de ces aspects-là des autres. Tu as besoin d'un médecin pour te soigner, tu as besoin d'un forgeron pour te faire un bon lit, tu as besoin d'un boulanger pour te donner du pain le matin à 5 h du matin. Donc il y a une interdépendance entre les humains. Et donc quand les hommes politiques, à l'époque, comme ceux que j'ai cités, illustrent ces aspects-là, c'est pour dire que la politique a une dimension divine, la politique a une dimension que les uns et les autres, nous devons faire du bien aux autres. Et non la barbarie que nous voyons au niveau de notre pays. Et c'est ça qui fait que les philosophes comme Aristote, comme Platon le dit, la politique a un but éthique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas d'autre but de la politique que c'est de faire du bien. Oui. Donc il n'y a pas d'autre but. Mais ceux qui font le mal, ceux qui font le mal pour tuer, pour faire ceci, cela, il ne faut pas de la politique, il faut que de la politique pour eux-mêmes, parce qu'effectivement, l'instinct de domination, l'instinct de conservation fait que, bon, on vit dans ces constellations-là. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est les forces de l'esprit contre les forces de la matière. Oui. Et donc quand on arrive là, bon, le boire et le manger dominent plus que le reste. Voilà, le boire et le manger domine, comme disent les autres, les Djals, les Noirs. Voilà, on a tout ça. Mais Marcel Abignan, quand on vous entend, on se dit, mais finalement, si on peut donner à Sassou, je dirais, le fait que lui, aujourd'hui, ait empiré la situation socialement, économiquement, culturellement du Congo, au sein de l'opposition, est-ce que vous voyez des hommes ou des femmes capables de faire le bien quand on entend le côté éthique de cette politique aristotélicienne? Justement, c'est ça la question, ça la difficulté sur nous, puisque quand je regarde le tableau de nos acteurs politiques, oui,
d'hier ou d'aujourd'hui, j'en trouve très peu d'hommes. Et c'est ce que, à mon avis, au sein des assises nationales dont je fais partie, j'essaie d'avancer, j'essaie d'amener à cette réflexion-là, parce que demain, les acteurs de politique demain, ce seront ceux qui seront effectivement imbus des vertus politiques, comme disait Montesquieu. Et donc, quand on n'a pas ça, et l'opposition aujourd'hui, les acteurs de l'opposition, moi, il n'y en a pas qui sortent du lot. Bah, on fait comment alors Bon, on laisse le pays naviguer. Non, on va toujours faire. Mais on va le trouver où si finalement parfois ces hommes-là naissent parfois au fil des luttes. Donc il peut arriver un Nelson Mandela congolais, un Gandhi congolais demain, et tout ça, je ne présage pas de ce qui se cache. Oui. Donc il y a des hommes et des femmes congolais de qualité qui ont du génie, qui peuvent effectivement faire que demain ils prennent les choses et pour que la société congolaise change. Et donc du coup, je mets ça au mains de la Providence. Voilà, en attendant que la Providence intervienne, vous savez que quand on parle de politique, on parle projet. Denis Sassou Nguesso, depuis qu'il est là, a mis en place ces projets du chemin d'avenir jusqu'à celui d'aujourd'hui, avancer ensemble, tout cela. Sauf que du côté de l'opposition, avec vous, on n'a pas vu un projet alternatif qui ait été opposé à Denis Sassou Nguesso dans le sens qu'on veut, ce fameux bien pour tout le monde, en fait. Bon, c'est une question, moi, souvent je réponds à cette question je commence d'abord par le début. Le début, c'est celle que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire c'est la qualité, la vertu, les caractères qui doivent accompagner un homme politique. On définit l'homme politique par rapport à ses vertus, par rapport à ses qualités. Les projets ne font qu'accompagner ces qualités. Or, quand on regarde, nous sommes ici en France depuis longtemps, tu le sais, mais parfois, on porte des projets, mais qu'on abandonne après au cours de la route quand on exerce le pouvoir. Donc le projet, ce n'est pas l'une des mesures la plus éclairante de la vie politique. Les projets sont parfois vides, sont parfois non accompagnés de réalisation. Et donc du coup, c'est plutôt l'aspect inverse que je cherche, celle que nous avons dit tout à l'heure, c'est-à-dire que seul de trouver des hommes et des femmes qui ont une conscience nationale, qui ont une conscience supérieure. Et ces hommes et ces femmes qui ont une conscience supérieure, si nous les trouvons, quelque part, ils pourront nous faire naître des projets qui sont compatibles avec leur état d'âme. Donc, du coup, comme disait le théologien Maurice Zendel, c'est d'abord l'élévation. Écoutez, c'est une âme qui élève, qui doit élever les autres, qui doit élever le monde. Et donc, du coup, quand vous avez des gens qui ont une faiblesse au niveau de l'éthique, qui ont une faiblesse au niveau de la définition du vivre ensemble, ils ne peuvent pas entraîner les autres. Donc, du coup, moi, sur les projets, moi, je dis que c'est d'abord le préalable, c'est d'abord la qualité des hommes politiques et puis les projets viennent après. Donc, d'abord les hommes avant le projet. Le projet. Voilà, la priorité donc aux hommes. Or, ces hommes-là, on en trouve de moins en moins. Quand on parle des hommes, j'espère que c'est avec un grand H, donc on inclut les femmes aussi, on est là dans le genre humain, on en a de moins en moins et on se dit aujourd'hui, notamment quand il faut aborder cette question de leadership, on parle projet, vous avez dit qu'il faut d'abord des hommes, et ces hommes, il faut qu'ils puissent éprouver certaines qualités, et ces qualités vont faire des leaders pour demain. Absolument. Or, ce qu'on reproche à l'opposition, c'est qu'elle manque de leaders. Écoutez, ou s'il y en a 100 000, en fait, chacun est leader. Alors qu'en face, vous avez Denis Sassou Nguesso qui n'a rien à mettre. Non, le problème, c'est que chez nous, les Congolais, vous en avez l'expérience, sire, moi je ne te ferai pas dire. Le problème, c'est que l'égocentrisme prime chez les Congolais. Les problèmes de posture priment. Donc, je voudrais être leader, je voudrais être chef, je voudrais être ceci. Ça, effectivement, au niveau de l'opposition, tout au moins, il y a ces aspects-là qu'il faut, à un moment donné, disons, aplanir. Et quand on les voit, pour d'aucuns qui sortent du lot, ça ne brille pas par les qualités que j'ai citées tout à l'heure, par les vertus. Prenez un homme comme Mandela, il a brillé par quoi? Par l'humilité, par la simplicité. C'est une vertu essentielle. Or, tu ne trouveras pas ces aspects
ces vertus-là dans la plupart des hommes politiques que nous connaissons aujourd'hui. Donc c'est l'orgueil qui prime, c'est l'esprit égocentrique qui prime. Alors, ils peuvent pas rassembler. Moi, j'en vois ici, depuis, avec tout ce que nous avons comme élément ici dans la diaspora, c'est les postures, c'est l'orgueil, c'est j'étais ceci, j'étais ancien ministre, je vais faire ceci. Et donc, il n'y a pas de transcendance. Il n'y a pas de transcendance dans le fait que, bon, on se fait petit, mais pour rassembler. Peut-on transcender le ventre vide? Quelqu'un disait ventre vide à point d'oreille, mais est-ce qu'on peut atteindre cette transcendance-là quand on a besoin d'assouvir déjà les besoins les plus primaires, matériels? Mais tout au moins, nous, à la diaspora ici, nous ne mourront pas de faim. Nous ne mourrons pas de faim ici. C'est vrai. À la diaspora ici, tout ce que nous sommes, on a des petits boulots et tout ça qui nous font, comme disait le MeToo. Moi, je ne meurs pas de faim, mais j'ai mon petit boulot qui me donne un peu de pain. C'est nos frères et sœurs qui sont au pays qui ont des difficultés, et les retraités et les fonctionnaires qui n'ont pas d'argent. Donc, du coup, nous ici, on peut se le saisir pour dire que, bon, à un moment donné, transcendons la faim, transcendons les considérations d'ordre matériel, transcendons le boire et le manger, parce que, écoutez, moi, si je veux faire plaisir demain, moi, je vais aller acheter une bouteille de champagne, même de 100 € et puis boire. Et puis, bon, or, il y en a qui trouvent que ça, il faut être ministre, il faut être ceci, ça. Donc, du coup, ça n'a rien à voir avec l'idée qu'effectivement, il faut du renoncement, si. Renoncer, ce sont les moines souvent, ou ceux qui rentrent à la vie cléricale, qui renoncent. Dans la vie politique, il y a souvent plus de reniement, en fait, des gens qui se renient ou qui ont du mal à assumer ce qu'ils devaient être. Alors aujourd'hui, pour vous, notamment pour ces côtés gérer la politique, on sent très bien qu'il y a les hommes. C'est vrai qu'on voit du côté de l'opposition ce côté un peu disparate. Or, on se rend aussi compte que les différents procès nous ont montré aujourd'hui qu'il y a une vraie fissure dans les camps du pouvoir. Que finalement, en fait, la question de la conquête du pouvoir au Congo-Brazzaville, c'est pas toujours des gens qui doivent venir de l'extérieur. Très souvent, c'est de l'intérieur que ça implose, et de l'intérieur, on récupère la situation. Il n'y a que dans les années 90, dans la transition de ces années de perestroïka, qu'on a vu des gens de l'extérieur. Mais souvent, quand il arrive, il n'est pas non plus vraiment de l'extérieur. Le côté extérieur, c'est sur le plan géographique. Mais les gens qui étaient là, ce sont des amis avec lesquels il a milité, avec lesquels il a fondé le PCT. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites que cette implosion de l'intérieur, avec ce que nous constatons aujourd'hui de l'élite du pouvoir au niveau du clan en lui-même, avec cette possibilité de donner ce pouvoir en héritage, en usant des artifices, je dirais, légaux, démocratiques, est-ce que là, vous vous dites que finalement, les alternances telles qu'on les a pensées vont être très compliquées aujourd'hui pour laisser en fait la chose à l'intérieur, même si on a des acteurs de l'intérieur qui font exploser le système? Oui, c'est-à-dire que... Est-ce qu'il n'y a pas risque de récupération? Bon, oui, effectivement, il y a un risque de récupération, tout simplement parce que, écoutez, il faut identifier au niveau des hommes qui sont dans ces clans-là en train de lutter, pour la plupart. On les fait des appels de pied, on leur dire, écoutez, ne nous oubliez pas. Faites ceci, faites cela, et tout ça. Donc, en plus de cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a à l'intérieur de ça, il y a quelqu'un qui a fait un article il n'y a pas longtemps, je l'ai lu tout à l'heure. Écoutez, qui veut prendre le pouvoir en se basant seulement sur l'argent, sur la distribution de l'argent chez les gens pour financer les réseaux, pour financer les hommes qui peuvent le soutenir et tout ça. Mais la question de l'argent n'est pas suffisante pour organiser, pour se dire leader ou susceptible de. Donc, du coup, le problème à leur niveau, c'est de l'incompétence et de l'ignorance, parce qu'effectivement, c'est ce qui les amène là. Or, si les procès l'ont montré, vous avez vu comment Nyangamwala a crié, si le pouvoir part, que vont devenir les négociés. Oui. Bon, attends, ça résume tout. Qui fait que, bon, au niveau de des clans, la redéfinition de la poursuite du métier du pouvoir, c'est une question posée. Et c'est ça qui va amener l'implosion. Parce qu'ils ne vont pas très loin dans l'analyse.
Ils ne font pas très loin dans l'analyse. Ils ne vont pas très loin, pourtant ils arrivent à trouver des gens au sein de l'opposition qui acceptent de les accompagner, même si cette analyse est limitée. Aujourd'hui, la position d'un homme qui, lui, n'est pas directement dans le pouvoir, mais qui aujourd'hui est devenu un allié incontournable du pouvoir, c'est l'un de vos camarades, Kassim Abiala. Oui, Kassim Abiala. Qui est aujourd'hui le chef officiel de l'opposition congolaise, nommé par décret, avec tous les avantages qui peuvent accompagner ce statut. Ouais, je l'ai critiqué lors de mon intervention à l'époque sur Congo Liberty. Bon, écoutez, je n'ai jamais vu une opposition, une démocratie nommer une opposition. D'abord, c'est ça, le malheur de Kassim Abiala, c'est ça. Et puis de deux, Kassim Abiala, aujourd'hui, est réuni par la base, par sa base. Moi qui suis un peu de l'UPADESC, quelque part, l'UPADESC est souvent bien sûr, mais je constate que beaucoup, dans les régions où l'UPADESC est prédominant, il ne représente que lui-même. Donc, il n'a pas d'argument pour amener les gens à faire que les alternances se jouent comme avec l'opposition, avec que ça. Or, il ne représente que lui-même, Kassim Abiala, le pauvre. Donc, de ce point de vue-là, cette opposition-là, c'est une opposition qui accompagne tout simplement. Donc, le pouvoir encore de beaux jours. Oui, de beaux jours, bien sûr. Parce que là, cette opposition-là de Kassim Abiala n'est pas faite pour là d'ailleurs. C'est à peu près c'est le même jeu qu'il joue. Voilà, c'est à peu près le même jeu, et pourtant, ce sont vos amis. Oui, ils étaient avec vous. Oui, non, ils étaient avec nous, mais moi, personnellement, ce ne sont plus nos amis, puisque pour moi, je considère que ce sont mes ennemis aujourd'hui, puisque je suis dans la résistance, je suis dans l'opposition au sens élevé du terme, parce que cette opposition que j'ai, ça n'a rien à voir avec l'opposition de Kassim Abiala et des autres. Moi, c'est l'opposition sur les valeurs, c'est l'opposition sur les principes, c'est l'opposition sur l'éthique, c'est l'opposition sur... Or, ils font la politique en oubliant tout cela parce qu'ils estiment que bon, la politique, c'est avoir une voiture, avoir une maison, avoir... Or, moi, je suppose que la politique, c'est défendre les causes. Et défendre les causes les plus nobles aujourd'hui, comme fait mon petit frère Nitou, c'est la cause du peuple. Parce que quand le jeune la crie, la cause du peuple, il voit l'amour qu'il a vis-à-vis de ses petits frères qui souffrent, de ses sœurs qui sont violées. C'est ça, apporter la cause du peuple. Or, aujourd'hui, mon opposition à moi, c'est une opposition qui, à un moment donné, transcende des considérations d'ordre matériel comme les Kassim Abiala le font. Voilà, transcender les considérations d'ordre matériel, Marcel Abignan, on arrive à la diaspora, puisqu'on l'a abordé déjà, on l'a bien vu qu'en filigrane, il y a cette diaspora. Vous parlez des hommes, vous parlez d'éthique, on a bien compris qu'aujourd'hui, on a un déficit d'éthique. Très souvent, pour les gens qui essaient de faire de la prospective par rapport au Congo, on voit que le salut, si vous permettez l'expression, viendra de la diaspora. Puisqu'on peut constater l'initiation Nguesson est reparti reprendre le pouvoir au Congo en partant de Paris. Pascal Lissouba est reparti dans les années 90 en partant de Paris. Et on se rend bien compte qu'il s'entoure d'hommes et de femmes qui viennent pour la plupart de Paris. Or, vous constatez avec moi qu'aujourd'hui, Paris a du mal déjà à organiser son combat. Paris a du mal à être audible déjà au sein de la communauté. Quand je parle de Paris, c'est une manière de symboliser l'ensemble de la diaspora. On est vraiment dans un univers kafkaïen où on ne sait pas qui fait quoi, où chacun peut s'improviser leader, où chacun peut apporter quelque chose. Est-ce que vous pensez que cette diaspora a vraiment un rôle essentiel dans le salut du Congo, ou bien il faut peut-être aller voir ailleurs, trouver des gens qui ont peut-être un parcours assez mixte pour apporter demain de la valeur ou de l'étoffe à ce Congo, pour construire ce Congo. Cette diaspora peut faire des choses. Bon, vous me direz peut-être que je parle des assises ou de mon camp. Je pense que les assises ont montré récemment, il n'y a pas longtemps, que c'était un creuset de la trame congolaise. Oui, quelqu'un était passé ici pour dire qu'il y a trop d'intellectualisme aux assises, ce qui fait qu'on a du mal à avancer. Ils sont tous assis, donc l'assise, c'est pas la position. Non, écoutez, moi je connais ces frères-là. je dirais que, bon, on ne peut pas reprocher aux hommes, aux femmes qui sont dans les assises de faire d'intellectualisme. C'est faux. Tout simplement parce que, écoutez, si vous conviendrez avec moi que
la parole, comme disait Démocrite, est l'ombre de l'action. Quand vous n'avez pas théorisé un phénomène, vous ne pouvez pas aussi faire que les actions qui accompagnent le phénomène-là soient justes. Donc, si vous avez une faiblesse dans la pensée et dans la théorie, la pratique ne peut pas aussi être bonne. Et donc, du coup, les actions pour action, ça n'aboutit pas toujours. Je parle de mon expérience personnelle. J'ai été, comme vous dites, à l'AEC. J'ai marché des années vivant ici à Paris. J'ai battu le pavé ici. J'ai occupé les ambassades à l'époque. Nous était ambassadeurs. J'ai écrit des lettres ouvertes lors de la Première Guerre en 1997 ici à Paris. J'étais celui qui avait amené cette lettre-là au préfet de Paris pour demander la marche. Et donc, combien de fois nous n'avons pas marché? Combien de fois nous n'avons pas interpellé le gouvernement français? Combien de fois? Et donc, c'est pas tellement ça qui manque au niveau non, critiquer qu'on fait de l'intellectualisme, je trouve que c'est un peu trop léger. Mais le fond du problème, c'est que nous avons une lutte avec un pouvoir, une hydre à plusieurs têtes. Nous avons l'autre système social à combattre, nous avons aussi ces relais ici, en France, à combattre. Et quand je dis des relais, vous comprendrez que c'est le milieu mafieux, le milieu de la France-Afrique que je parle. Et donc, du coup, quand nous, aux assises, nous écrivons le mémorandum, la dernière fois, le premier mémorandum qu'on a envoyé au FMI, qui est arrivé d'ailleurs à bon port, mais tous les amis qui sont en Brazzaville, des anciens de l'AEC, m'ont appelé pour dire « Abigna, vous faites de bon travail » parce qu'on a signé ce mémorandum. Et donc, ça s'est distribué de chambre en chambre chez les amis pour faire que ce travail-là puisse faire que les Congolais locaux, les élites ou ceux qui restent élites, en prennent conscience. Donc, les assises font du bon travail. Et récemment encore, on a sorti le mémorandum. Il n'y a pas longtemps, c'est sorti. Et là aussi, beaucoup ont signé. Beaucoup de gens ont signé ce mémorandum-là. Je suis sûr que vous aurez l'occasion de venir, enfin de lire ce mémorandum, dans la mesure où, effectivement, ça a créé, disons, bon, maintenant sur le phénomène de la diaspora en tant que tel, les acteurs que nous sommes, il est bien évident que la diaspora est multiforme. Vous savez que il y a aussi, au sein de la diaspora, une lutte d'influence, une lutte de positionnement, une lutte même parfois ça prend des tournures tribales et régionales. Et donc du coup, ça, c'est du travail à faire. Et ceux qui ont pris conscience, ou ceux qui en prendront conscience, pourront faire que de telle sorte qu'on avance bon gré mal gré, effectivement, ces dérapages de ce que nous constatons sur la place de Paris. Parce que, bon, vous prenez un homme comme Djilou, par exemple. Mais moi, je le voyais dans les marches tout le temps avec moi à l'époque, quand j'étais à la UC. Et il n'a jamais cessé d'être avec les marches, dans les marches avec nous. Mais écoutez, regardez un peu la légèreté de ce monsieur. Un homme comme Koko va se confier à un homme comme Djilou. Mais écoutez, non. C'est donc, il y a quelque part, et là, le point le plus important que je vais te dire, c'est que la politique nécessite de la confiance, nécessite que ceux avec lesquels vous faites la politique, vous ayez confiance les uns et les autres. Quand Mitterrand arrive au pouvoir, je ne te le ferai pas dire, ici, il avait toute une équipe. Richard Katali, Laurent Fabius et tout. Les Roca, Melgue, s'il était, mais au moins, des gens avec lesquels, une équipe avec laquelle on travaille. Et puis, quand vous n'avez pas confiance entre vous, vous ne vous faites pas confiance, vous ne vous respectez pas, mais vous ne pouvez pas faire de la politique ensemble. Ça, c'est le minimum qu'on doit demander à un homme politique. C'est avec qui, comment et tout ça vous travaillez. Et en ce moment-là, vous avancerez politiquement parlant. Est-ce que la diaspora est crédible, en fait? Bon, la diaspora n'est pas crédible aussi, tout simplement parce que il apparaît comme étant, elle a plusieurs chapelles. Elle a plusieurs chapelles. Et quand on demande aux uns aux autres qu'il faudrait
c'est d'ailleurs ce que nous avons dit à la table ronde, c'est d'amener tout le monde à s'unir. La table ronde a pour finalité de chercher un consensus pour que, effectivement, la diaspora s'unisse, les forces de la diaspora s'unissent. Or, pour qu'elles s'unissent, il faudrait qu'on arrive à terre, comme je le disais, les égos, les positionnements, les postures, ou les anciens ministres, ou ceci, cela. On en a vu avec mon frère Jean-Luc Malika à l'époque. Mais écoutez, quand on vient là, c'est pas pour que on vienne dire, bon, moi c'est moi, pas un tel, et tout. Il faut taire ça pour qu'on arrive à une certaine forme d'unité. Et c'est ça qu'il faut effectivement chercher à œuvrer. Sans que nous, aux assises, on a à ce travail-là à faire, tout au moins, l'optique, c'est un peu... En fait, chercher l'unité dans un désert, puisqu'aujourd'hui, vous constatez quand même que la diaspora est plus ou moins, par le biais des réseaux sociaux, en train de se scinder ou de repartir aux valeurs traditionnelles constituées par la priorité au clan, à la tribu ou à l'ethnie. Bon, mais sur ça, ceux qui tiennent ces discours-là, à mon avis, ce sont des gens qui ont une faiblesse théorique. Alors, comme moi, je ne rentre pas dans ce jeu-là, de la tribu classe, nous, on a commencé déjà à le dénoncer depuis l'AEC. L'instrumentalisation de la tribu ou des l'ethnie comme mode de gouvernement, nous, on l'a déjà combattu et ma position est claire. Mais quant à ceux qui agitent ces aspects-là, ils n'iront pas loin. Boukadia le fait ici, et bien d'autres, et tout ça n'arriveront pas, ils ne feront pas long feu par ces truchements-là. Et donc, ce qu'il faut faire, sire, c'est d'amener les gens à l'élévation, c'est d'amener les gens à transcender, comme je le disais tantôt, tous ces aspects tribaux ou régionaux et tout, pour que la conscience nationale se cristallise au sein des uns et des autres. Et c'est cette conscience qui se cristallise au niveau de la pratique que nous pouvons effectivement faire valoir. On arrivera à faire que, bon, écoutez, il arrive aussi des fois où on peut être minoritaire mais avoir raison. Voilà. La minorité, nous avons été à la RSA à avoir subi ces choses-là. À un moment donné, j'étais dans un combat minoritaire, mais n'empêche que nos idées ont triomphé quand le verdict est tombé à l'époque, quand nous avons combattu le pouvoir, l'arrivée de Sassou au pouvoir. Et certains d'entre nous ont collaboré avec l'arrivée de Sassou au pouvoir à la RSA. Donc du coup, ça dit que, bon, à un moment donné, il faut inciter à l'élévation morale, à l'élévation, de faire que, bon, vous laissez ces gens-là qui théorisent tous ces aspects-là de côté et vous avancez avec le peu. Même si vous êtes 3 ou 4, vous avancez avec ce peu-là. Avancer avec le peu pour faire nombre, pourquoi pas, après multiplier ce peu pour demain devenir une majorité. Martial Abignan, on a pris pas mal de temps, on a abordé plusieurs thèmes, on est parti, je dirais, de la violence jusqu'à cette constatation aujourd'hui par rapport à la dispersion. Déjà le terme diaspora lui-même fait dire disperser. On constate aussi sur le plan factuel que notre diaspora est plus émiettée, plus que dispersée, et pourtant c'est sur elle que ceux qui sont au pays misent afin de pouvoir redonner de la voix et de porter ce combat. On constate aussi que c'est de Brazzaville qu'on attend une parole de la diaspora, et aujourd'hui cette parole passe par les réseaux sociaux. Quel est votre regard en fait sur ces réseaux sociaux? Non, il faut qu'on arrête avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi je vois tout le temps, quelqu'un passe et tout, il se filme et puis il raconte des histoires. Quelqu'un passe et puis il raconte des histoires. Est-ce que c'est pas ça aussi, l'expression libre? Bon, c'est l'expression libre, l'expression libre existe, mais c'est aussi, ça relève de l'enfantillage, parce que quand tu écoutes les arguments qui sont développés, ça ne va pas loin. Ça ne va pas loin. J'écoutais quelqu'un encore ce matin ou hier en train d'attaquer Mafima et tout ça, en train de dire beaucoup de choses sur Mafima, mais moi j'ai rigolé parce que quand j'ai écouté ces arguments, mais ça ne pèse pas, ça pèse pas. Donc du coup, vous avez ce genre de personnes qui déversent des inerties dans les réseaux sociaux et tout ça sur les frères qui luttent et tout ça. Alors, ce sont ces réseaux sociaux-là. Faut-il les fermer finalement, les réseaux sociaux? Non, pas de fermer, mais du moins il faut écouter toutes les voix. Mais quand je vois ces frères-là qui parlent, c'est pas que je suis contre lui.
il a ses raisons avec Mafimba, je ne rentre pas dans les conflits entre personnes et tout ça, mais ça prouve que les arguments qu'il avance, ça ne tient pas. Et donc, du coup, je dirais que... non, je dirais qu'on fait du mal au peuple congolais pour rien. Parce qu'avec ce genre de personnage, on n'arrivera pas là. Donc, j'appelle ça de l'ignorance invincible, parce que c'est l'ignorance qui entraîne tous ces dérapages-là. Quelqu'un avait dit l'ignorance était un danger que tout homme Ah oui, l'ignorance, écoutez, Rongéry par Aristote qui dit que celui qui fait du mal par l'ignorance, il ne le sait pas. Et donc, du coup, bon, c'est ça qu'il faut éviter. Et il faut amener les jeunes Congolais, ou les Congolais tout court, les élites congolaises, à une connaissance qui génère la sagesse et la vertu. Donc si on n'amène pas ça, alors si on entraîne les Congolais ou les jeunes Congolais qui veulent faire de la politique dans le vice et l'ignorance, on aboutira à des conséquences comme on est en train de vivre à Brazzaville. Est-ce que vous croyez en la jeunesse congolaise? Oui, je crois à la jeunesse congolaise. Quand je le vois les Nitou, quand je vois les impérateurs et tout, je crois à cette jeunesse-là qui a pris conscience. Ces enfants ont pris conscience, au sens noble du terme. Et à mon avis, si demain l'alternance se fait, je crois qu'il faut il faudra penser à eux. Il faut les inscrire dans le livre d'or de la Renaissance, ces enfants. Voilà, une inscription, je dirais, sur un livre d'or, ce n'est pas donné à tout le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup parlé, Marcel Abigna, on a beaucoup parlé d'hommes, on va revenir dans cette question de genre, on parle très peu de femmes, il y a très peu de femmes dans le combat qui est le vôtre. Aux assises, ben c'est pareil, quand les femmes, elles sont souvent, vous vous rappelez la dernière fois, alors cette table ronde, il y a des femmes qui sont en plein en disant, mais voilà, vous nous donnez la parole en dernier, je pense au moment où vous deviez intervenir, je crois, que vous donnez la parole en dernier, on ne les voit pas, ces femmes. Oui, justement, c'est... Mais malheureusement, ces derniers temps, il y en a beaucoup de femmes qui commencent à venir. À venir, elles n'en demeurent pas. Elles viennent, mais il faut leur faire la place, il faut leur donner aussi la possibilité de s'exprimer, il faut leur donner cet espace-là, parce que une lutte sans femmes n'a pas de sens. Aujourd'hui, au XXe siècle, nous voyons le rôle des femmes. Et donc, du coup, on ne peut pas négliger, effectivement, l'agent féminine dans les combats qui sont les nôtres. Donc, je ne peux qu'inciter les femmes à venir. Nous, on a deux femmes là qui viennent tout le temps, Jeanne Bonga, je cite son nom, qui est quand même active et puis qui mobilise aussi les autres femmes à venir. Et donc, ça montre que, bon, les assises, par exemple, sont ouvertes aux femmes. On ne fait pas le chemin. Les assises sont opposées, en fait, au dialogue avec Denis Sassou Nguesso. Oui. À quoi servent les assises finalement quand on ne peut pas dialoguer pour apporter une solution? Non. Les assises, on fait une analyse, sire, constatant que le dialogue avec Sassou, ce serait une perte de temps. Tout simplement parce que deux raisons essentielles. M. Sassou et son système sont allés très loin dans la barbarie. Un, quand je dis barbarie, c'est les crimes humains. De l'affaire de Beach, en passant par les morts de Poul, en passant par la guerre de 1997, ainsi de suite. Deuxièmement, les crimes économiques. Mais vous imaginez, les fonctionnaires aujourd'hui sont sans salaire, les retraités sont payés, et les étudiants qui sont parsemés à travers le monde sans bourse. Non, écoutez, on peut pardonner. On peut arriver à des... Mais écoutez, quand un système ou quand des hommes voient les conditions dans lesquelles nous vivent nos petits frères, nos petites sœurs et nos mamans et tout ça, mais on ne peut qu'être résigné. On ne peut pas dire que, bon, ce pouvoir-là, c'est comme si vous leur dites, bon, écoutez, ce que vous avez fait est bon et tout ça, bon, voilà, on se retrouve avec vous pour dialoguer. Non, écoutez, nous avons dit aux assises que c'est une, disons, nous sommes pour le soulèvement populaire. Nous sommes pour que, effectivement, le peuple congolais s'approprie elle-même cette démocratie. Mais, malheureusement, nous sommes en face d'une dictature qui intimide, qui tue et tout ça. Et donc, la question est difficile. Mais
à dialoguer avec ce système-là, encore que si il ne donne pas, c'est lui qui est en faute, il ne donne pas les signes que moi j'ai fauté, comme a dit Ngakala, nous avons failli. Et que quelque part, nous allions humblement devant le peuple, devant les autres forces politiques, pour dire, se repentir, pour dire, ah non, vraiment, excusez-nous, nous avons fauté. Effectivement, en ce moment-là, on peut... Mais écoutez, il procède par l'orgueil, par l'entêtement, par le cynisme. Mais écoutez, en ce moment-là, vous ne pouvez pas reprocher à l'opposition, ou dites l'opposition pour dire aux assises, de dire, non, écoutez, il faut qu'on aille dialoguer avec ces gens-là. Mais qu'il montre l'exemple, qu'il nous donne des signes. Non, c'est le gangstérisme, comme là, par exemple, avec les jeunes et tout. Et qu'on soit. Il vient ici à Paris, au lieu de prendre le profil bas, c'est pour envoyer ses cobras pour taper, effectivement, un jeune qui milite honnêtement, qui demande à ce que les choses changent. Écoutez, à ce moment-là, et en plus, son fils a dit récemment que les combattants, il n'y a que au Congo, à Kinshasa, mais qu'ils rentrent au pays. Mais écoutez, il ne peut pas déclarer comme ça. Rentrez au pays que vous les arrêtez puisque vous n'avez que la culture de la mort tout le temps à faire. La culture mortifère, c'est le propre du pouvoir de Sassou. Et donc, du coup, on ne peut pas envoyer les gens ne peuvent pas rentrer, les Congolais sérieux ne peuvent pas rentrer dans un système, dans un pays où ils savent qu'ils vont être tués, ils vont être enlevés, ils vont souffrir, ils vont mourir, et puis bon, voilà. C'est ce qu'on veut. Non. Écoutez, c'est un système qui est arrivé au bout de souffle et pour lequel nous, aux assises, nous disons que non, on ne peut pas dialoguer avec ces gens trop cyniques. Qu'ils montrent l'exemple, qu'ils donnent des signes, peut-être, mais là, ils ne donnent pas de signes. Merci Labignan, on va terminer. Je sais que vous n'êtes pas Madame Soleil. Oui. Vous donnez quoi finalement comme délai pour que les choses bougent dans le sens où vous souhaitez? Bon, moi je suis... Vous remettez... moi je suis chrétien. La dernière fois, l'envoyé du pape est passé à Brazzaville. En lançant un message au gouvernement. Il a dit ceci, texto, il dit la loi de l'amour est la plus forte. Les honneurs passent, le matériel passe, les hommes passent. Il faudrait que, effectivement, vous les Congolais, vous les acteurs politiques congolais, vous arrivez à vous aimer. Or, on constate que vous ne vous aimez pas. C'est le constat de l'envoyé spécial du pape. Mais moi, j'ai renchéri pour dire que si les uns et les autres, les acteurs politiques, notamment les plus en vue, prennent conscience que la politique, comme je l'ai dit tantôt, c'est faire du bien aux autres, en ce moment-là, c'est à eux de donner des signes, comme je l'ai dit. Que Sassou donne des signes que, effectivement, il a fait du tort au pays. Au lieu de s'entêter avec son fils pour dire que, effectivement, les résultats sont où? De la gestion du pouvoir au public. Pour que, effectivement, on le pardonne. Non. Je crois qu'il fasse preuve d'humilité. Malheureusement, l'humilité et toutes ces vertus que nous avons signalées ne sont pas leur fort. Et tout ça, bon, on se retrouve dans des situations sans issue. Ben, enfin, j'ai confiance au peuple congolais. Le moment venu, la réponse y viendra. Peut-être qu'ils seront surpris un jour. Donc vous restez dans l'espérance. Oui, dans la vertu que l'appelle l'espérance, oui, une vertu cardinale. Oui. Voilà, c'est sur cette vertu cardinale qu'on va se quitter, Marcel Labignan. Merci. Merci beaucoup aussi, Marcos, de l'avoir reçu dans vos studios. Et j'espère qu'on reviendra pour la prochaine fois parler spécialement de l'éthique. Voilà. On aura un sujet spécial sur l'éthique parce que Marcel Labignan, c'est vrai, intervient beaucoup sur les questions éthiques. On sait quand même que l'éthique aujourd'hui dans le milieu politique congolais, bah, c'est peut-être pas un os, mais enfin, il y a un gros problème pour trouver cette qualité auprès des hommes qui aujourd'hui mènent ce combat politique, quel que soit leur camp. Merci à vous d'avoir été aussi nombreux. Merci à notre invité, M. Marcel Labignan, dont je rappelle qu'il est membre fondateur des Assises nationales du Congo, ici à Paris. Vous avez bien compris qu'il milite en faveur d'alternance au Congo, donc militant de l'opposition. Merci et nous nous retrouverons la prochaine fois. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.